Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. Vous me connaissez peut-être un peu, mais aujourd'hui, je suis là non pas en tant qu'enseignant, mais en tant que donneur d'ordre. Donc, ça peut vous paraître un peu bizarre. L'idée, globalement, c'est quoi? C'est que on s'est dit que dans les projets, il y avait des choses qui étaient très intéressantes, et puis on ne faisait pas forcément des projets à destination des étudiants, à destination de la promo, à destination de vous, en fait. Et ce qu'on s'est proposé de faire, c'est de resserrer un petit peu les liens entre les étudiants qui sont passés par le DUT GEA de Châteauroux et puis vous. Pour que vous ayez peut-être quelques idées sur votre avenir, sur votre parcours professionnel et puis universitaire par la suite, en tout cas votre poursuite d'études si c'est votre envie. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de profiter au maximum de cette conférence, de pouvoir poser vos questions, essayer de vous projeter. Vous voyez que nous avons 3 invités qui ont bien voulu participer à cette manifestation, faire l'effort de venir vous présenter leur parcours. Alors bon, vous pourrez leur demander si tel prof était déjà comme ça à leur époque. Mais je pense que vous aurez forcément des questions plus intéressantes. Voilà, l'idée, c'est un petit peu d'essayer de faire le lien entre les générations d'étudiants, de vous montrer qu'il y a d'une certaine manière un réseau qui existe, qui est là, latent, et qu'il ne tient qu'à vous, finalement, de faire vivre ce réseau. Un réseau, c'est quoi? Vous savez que les écoles de commerce s'en servent beaucoup. Hein, il y a des établissements dans lesquels on se sert du réseau et où il y a une personne qui est en charge, qui est salariée à temps plein pour faire vivre le réseau. Vous savez que dans les universités, on n'a pas ces moyens-là, donc on fait comme on le peut. Mais un réseau, c'est pouvoir entretenir une relation entre les différentes promotions, les différents étudiants d'un diplôme, pour pouvoir éventuellement nouer des relations professionnelles, trouver un stage, trouver un emploi plus tard, ou au moins se poser des questions, essayer de trouver des pistes. Donc voilà, on a essayé un petit peu de construire ça. En plus, cette année, c'est les 50 ans des IUT. Donc l'IUT de l'Indre n'a pas 50 ans, mais il y a quand même une idée de pouvoir capitaliser un petit peu sur une expérience et sur une ancienneté qui doit pouvoir nous servir à quelque chose, à avancer un petit peu. Donc, on vous dit beaucoup de choses quand on est en cours, nous les profs. Vous pouvez l'écouter d'une oreille plus ou moins distraite. D'expérience, puisque c'est quelque chose que j'ai pu faire, que j'ai eu le plaisir de faire dans une autre université. Quand ce sont d'anciens étudiants qui vous le disent, ça a une autre portée. Est-ce que les cours servent vraiment à quelque chose? Est-ce que passer par l'IUT, ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que on peut vivre après l'IUT? Voilà, bon, au moins eux sont des exemples vivants, beaux, intelligents, et donc voilà, on voulait partager un petit peu ce moment avec vous. Donc merci d'être attentif, d'accueillir nos invités avec l'enthousiasme dont vous savez faire montre, d'être aussi attentionné à leurs explications que curieux ensuite lors des échanges. Donc voilà, bon après-midi, et puis profitez-en pour que ça soit le plus intéressant possible. Merci. Donc, bonjour à tous, on représente le projet GEA. Donc, ce projet il a été créé à la demande de Monsieur Chevreuil, qui est notre donneur d'ordre et le président de l'association Projet GEA. Notre tutrice universitaire est Madame Alexandra Rongy, qui est présente. Elle est enseignante RH et professionnelle chez KSBSA. Donc, c'est grâce au travail de 4 étudiants de 2e année GEA que le projet se déroule dans de bonnes conditions. Donc, comme je l'ai dit, on est 4. On est 3 étudiants en GFC et un étudiant en GRH. Donc, je suis Pauline Foulatier. Voici Grégory Leblond, Sian Meng et Julien Alain.
Donc, lors de ce projet, diverses missions nous ont été confiées et la principale, c'était d'organiser une conférence. À travers divers entretiens avec M. Chevreuil et Mme Rongy et des recherches spécifiques que nous avons pu en déduire la problématique suivante relative à notre conférence. Que deviendrons-nous après le DUT GEA? Nous avons choisi cette question afin d'interpeller le public, vous, qui sont les étudiants actuels en DUT GEA. Le but de cette conférence est de permettre aux deuxième années en GEA de s'orienter vers les parcours universitaires, universitaires et professionnels souhaités. De plus, nous avons pris la précaution que la date relative à la conférence, elle ait lieu avant les inscriptions administratives dans les grandes écoles, ça va arriver vite. Et pour ce qui est des premières années, ils pourront d'ores et déjà se faire une première idée sur d'éventuels parcours universitaires et professionnels. Pour que la conférence soit la plus complète et enrichissante possible, nous avons souhaité la découper en deux temps. Dans un premier temps, nous parlerons de la redynamisation du réseau GEA de l'IUT de Londres. Pour cela, nous avons invité 3 intervenants, anciens étudiants GEA de l'IUT de Londres. Et ces derniers présenteront sous forme de témoignages leur parcours universitaire et professionnel, ainsi que les exigences requises pour leur métier ou futur métier. Puis, dans un second temps, il sera question d'échanger avec les intervenants sous forme de questions. Par exemple, dynamiser le réseau GEA n'est pas une chose évidente. Cependant, nous avons réuni 3 intervenants venant de diverses promotions allant de 2001 à 2003. Merci de les accueillir. Nous allons donc laisser la parole à Monsieur Guignard, responsable de site Auchan Drive. Bonjour à tous et à toutes, merci de m'accueillir. En tout cas, moi, je suis fier et un peu ému aussi de revenir. Ça fait plus de 12 ans que je n'étais pas revenu sur le site, donc vraiment c'est plutôt sympa. En tout cas, il y a des choses qui ont changé et il y a des choses qui ne changent pas. Il n'y a toujours personne au premier rang. Ça, c'est clair. Bon, écoutez, moi, je vais essayer de raconter un peu mon histoire. Bon, le but, c'est surtout ce que j'attends de vous, c'est plutôt de l'échange, parce que j'ai pas non plus fait un grand parcours. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Levez le doigt, je vous passerai la parole. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, alors, si vous voulez bien, bon, moi, j'ai un parcours, somme toute, un petit peu atypique, puisque moi, j'étais en échec scolaire. Notamment au niveau du collège et du lycée, j'étais plutôt au fond moi aussi de la classe, mais bon, j'ai su rebondir et puis m'accrocher et j'ai réussi à avoir mon bac STT, donc technique à l'époque, je ne sais plus si ça existe encore, et puis après donc intégrer l'IUT de Châteauroux, où j'ai fait 2 ans GEA, comme certains, à option RH. Et puis voilà, j'étais pas très bon, j'étais même plutôt très moyen, enfin bon, comme quoi, voilà. Et puis à l'issue de cette IUT, j'ai toujours voulu continuer mes études, m'accrocher, parce que c'était important pour moi d'avoir le maximum d'études. Et puis on m'a toujours dit, tu verras, plus tu fais d'études, plus tu auras une belle carte de visite et tu pourras la proposer aux entreprises et tu seras mieux accepté et tu auras un bon boulot. Bon, alors écoutez, moi j'ai fait comme ça, je me suis accroché, j'ai continué mes études. Et après l'IUT, on m'a dit, l'IUP c'est pas mal, c'est aussi, on va dire, un petit mélange entre tout ce qui est enseignement de la fac et puis un petit côté professionnel, stage assez sympa. Et à l'époque, l'alternance n'était pas très développée. Donc moi je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un IUP? Et j'avais l'opportunité de le faire au Mans, donc je l'ai fait au Mans, donc j'ai un petit peu bougé. Et puis voilà, à cette issue-là, donc ça m'a donné un Master 1, ce qui était un DESS à l'époque. Et puis voilà, après je suis retourné, j'ai fini mes études et j'ai intégré la société Auchan. Mais je me suis même pas présenté en fait, donc je pense en même temps à plein de choses. Donc moi je suis Romain Guignard, j'ai 37 ans, je vis maritalement, j'ai pas d'enfant. Donc moi je suis pur tourangeau, j'ai toujours vécu à Tours, alors, sauf quand j'ai fait mes études à droite à gauche, mais voilà, je suis de Tours, j'ai pratiqué un peu de foot. Je fais un peu de hand, beaucoup d'escrime, et puis voilà. Mais maintenant, je fais plus grand chose parce que j'ai un métier qui m'accapare pas mal. Mais voilà. Donc, ouais, excusez-moi parce que j'ai oublié de me présenter.
Donc voilà, et à la fin donc, de ces études, j'ai intégré la société Auchan. Donc juste après mon oral, hein, j'ai envoyé un CV et puis on m'a dit allez-y, présentez-vous. Donc j'ai passé les entretiens qui ont duré 2 jours. Je vous explique pas l'ambiance, c'était assez sympa. Et puis donc après j'ai été intégré donc au magasin de Tournord à Auchan, là où j'ai fait on va dire mes premières armes dans le rayon bricot auto jardin. Donc avec une équipe de 3-4 personnes. Et puis rapidement j'ai changé pour faire, je ne sais pas si vous connaissez Auchan, il y a un rayon self-discount, donc c'est un nouveau rayon discount qui a été créé, donc ça je l'ai ouvert avec aussi 2 ou 3 personnes, mais c'était un tout petit rayon avec pas beaucoup de chiffre d'affaires. Et puis donc au bout d'1 an j'ai demandé à changer un peu, d'avoir un plus gros rayon, plus grosse responsabilité avec beaucoup plus de personnel à gérer. Donc là j'ai traversé la Loire, je suis allé du côté du sud, donc à Chambray. Toujours à Auchan. Et donc là, j'ai intégré le rayon liquide, où là, évidemment, c'était beaucoup plus gros, avec un beaucoup plus gros volume de chiffre d'affaires, et puis surtout une plus grosse équipe à gérer. Donc je fais ça pendant 7 ans. Et puis après cette 7e année, on a ouvert un drive. Donc vous en avez un à Châteauroux, hein, qui est dans le sud, si la mémoire est bonne. Donc on a ouvert en 2012. Donc j'ai accepté évidemment le poste. Donc là, j'ai eu la responsabilité de 25 à 30 personnes. Ça dépend un peu des étudiants, si on en a plus ou moins. Donc voilà, un site, un drive qui est une taille moyenne, avec un chiffre d'affaires moyen. Voilà, donc on est ouvert depuis 3 ans. Et puis voilà, ça marche très très bien. Et voilà. Donc voilà mon parcours en très rapide. Alors après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faut pas être timide, hein. Oui, monsieur. Pourquoi j'ai choisi l'option RH? Moi, j'ai toujours eu un côté assez proche des gens. C'est ce qui est le cas toujours, hein, je vous rassure. Donc, je me suis dit, le côté RH, ça peut être sympa, les ressources humaines. Puis je me suis vite aperçu que les ressources humaines, c'était pas que le côté sympa d'être avec les gens. Mais en tout cas, c'était pour ça que j'avais fait cette démarche-là. Hein, d'être à l'écoute des gens, d'essayer de résoudre leurs problèmes, et ça m'intéressait bien. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette option-là. Oui, mademoiselle. Ouais, alors en fait, donc moi j'ai en fait la responsabilité du site, donc en fait je recrute, je licencie, voilà, et oui. Hein. Donc les outils qu'on a, on a on a les textes de loi, déjà pas mal. Donc après, évidemment, on est accompagné, la société Auchan accompagne ses collaborateurs en faisant pas mal de formations, donc on est accompagné à ce sujet-là, sur des sujets plutôt délicats comme les licenciements. Tout ça, c'est vrai qu'on est accompagné. Après, des outils spécifiques, non, il n'y en a pas. L'outil, c'est vous, quoi. Hein. Pourquoi avoir choisi cette entreprise plutôt qu'une autre? Alors, c'est une bonne question. En fait, à la base, quand j'étais à l'IUT, d'ailleurs, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage RH à Auchan, mais à l'époque, c'était une succursale où on embauchait tous les cadres. Donc les chefs de rayon, les chefs de secteur, directeurs magasin. Donc j'ai eu la chance de faire un mois de stage grâce à l'IUT, donc justement là-bas. Et puis donc j'avais pu découvrir tous les métiers, les spécificités métiers. Et donc ça m'a permis par la suite, même si c'était pas forcément le métier que je voulais faire plus tard, de me dire, moi c'est comme vous, je pense, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et je m'étais dit, à l'issue de mon IP où j'avais fait du management, de la gestion du commerce, beaucoup d'entrepreneuriat, je me disais, tiens, le métier de chef de rayon, ça correspond plutôt à ce que j'aimerais faire. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais postuler. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la société Auchan. Et j'ai pas été déçu parce que c'est une très très bonne école. Après, je vais pas faire de la pub pour ma boîte, mais c'est vrai que ça laisse à des jeunes, moi j'avais 23 ans, l'opportunité de diriger tout de suite une dizaine de personnes,
d'avoir un chiffre d'affaires à tenir, des marges à tenir, donc une grosse responsabilité et c'est vraiment très 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 formateur. Et sinon, en tant que manager, parce que nous, on connaît les cours théoriques, mais dans la pratique, comment ça se passe, votre journée type, les tâches que vous avez à gérer, parce que je vois pas très bien comment... Alors, le management, ça s'apprend pas. Enfin, je suis désolé. Hein. Hein, vous êtes tous différents, avec tous des caractères différents, des femmes, des hommes, des gens matures, des gens moins matures. Voilà. Donc il y a vraiment toutes sortes de personnes à gérer. Hein. Moi, j'ai des étudiants qui ont votre âge, j'ai des gens qui ont 35 ans, des gens qui ont 50 ans, donc des populations différentes. Donc après, le management, c'est du bon sens, c'est de l'exemplarité, et puis c'est de la justesse. Hein. Après, bien connaître son métier, c'est déjà pas mal, de se faire respecter de ses collaborateurs, d'instaurer les règles, un cadre pour que l'entreprise puisse vivre dans de bonnes conditions et surtout des conditions de travail pour nos collaborateurs. Donc le management, vous avez eu sûrement des cours sur le management directif, participatif. Bon, voilà, c'est sûr, il y a plein de choses bien à apprendre. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être vous-même et puis d'apprendre sur le terrain, parce qu'il n'y a que ça. Hein. Moi c'est pareil, j'avais fait 4 ans de management. Je suis arrivé, ma première réunion de rayon, il y avait 12 personnes. Je peux vous dire, on ne sait pas par quel bout commencer, comment s'exprimer, c'est compliqué, quoi. Donc ça s'apprend au fur et à mesure du temps. Il y a quand même des gens pour vous former, il y a des gens pour vous aider, mais ça se passe plutôt bien. Et quand on a un caractère, je dirais simple, plutôt sympa, juste, ça se passe plutôt bien avec les gens. Comme vous avec votre famille, vos amis, voilà. Je vous entends pas, excusez-moi. Ma journée type, ah d'accord. Ma journée type, donc moi je commence à 7h le matin. Donc la première chose qu'un bon manager fait, il va dire bonjour à ses équipes. Parce que moi mes équipes elles sont là depuis 5h du mat. Donc un par un, je vais les voir, je leur serre la main. Je leur demande comment ça va. S'ils ont passé une journée de la veille bonne et s'ils ont passé une bonne soirée. Auquel cas il y a des gens qui ont des difficultés ou qui ont eu des problèmes, c'est d'en parler. Donc ça c'est la première des choses que je fais tout simplement. C'est de prendre... demander aux gens comment ils vont. Pour moi, c'est ma culture, c'est aussi comment j'ai été élevé. Donc voilà, c'est déjà la première chose. Donc ça, c'est à 7h. Après, c'est la continuité d'Auchan, c'est de regarder ses chiffres de la veille. Donc on est très buzzé là-dessus. Donc on regarde ses chiffres, ses marges, ce qu'on a fait la veille, comment ça s'est passé, tous les indicateurs. Et puis après, pour faire rapide, à 8h, mes gars ont une pause. Mes filles, parce que j'ai aussi des filles. Donc à 8h on fait une pause, pareil je prends soin de prendre la pause avec mes équipes, c'est important parce qu'on discute autre chose, on discute généralement autre chose que le boulot et ça c'est important et puis ça permet aussi d'apprendre leurs petits soucis, s'ils ont des choses autres que le boulot à parler, ça permet aussi de mieux connaître les gens, autre que d'être le patron. Et puis après à 8h30 on fait un brief qui dure un quart d'heure, donc c'est le brief de la veille où on débriefe de la journée, du chiffre, des indicateurs. Et donc après ce brief, on commence le boulot puisqu'il est 8h30, on ouvre le drive. Et donc là on commence après je ne vais pas vous tout expliquer, mais tout ce qui est préparation de commandes, livraison de commandes, réception des marchandises, accueil du client, jusqu'à 20h30 le soir. Alors je vous rassure, hein, je ne débauche pas à 20h30. mais voilà, donc, et puis on refait un brief en milieu d'après-midi. Puisqu'on a beaucoup d'étudiants nous qui viennent travailler chez nous. Et ça permet aussi aux étudiants de voir un peu aussi les résultats de la veille, comment ça s'est passé, s'ils ont des questions et si on peut y répondre. Donc voilà, après, la journée d'un manager, ça dépend des journées. Hein. Il y a des fois, ça se passe, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des fois où c'est assez difficile parce que... on a des gens ou des personnes qui ne veulent pas travailler ou ça m'est déjà arrivé, qui ont un comportement qui ne conviennent pas à l'entreprise. Donc des fois, il y a des trucs pas sympas à faire. Hein. Il y a du recadrage à faire, des entretiens de recadrage, d'avertissement. Ça, c'est plutôt pour le côté négatif. Après, il y a des entretiens qui se passent très bien pour féliciter aussi les gens, les encourager, les former.
répondre à leurs questions aussi, parce que beaucoup de personnes ont des questions, que ce ne soit pas forcément sur la vie professionnelle, mais aussi sur leur vie perso. Donc tout ça, c'est de l'écoute, de l'entente, de l'échange. Et puis voilà, mon boulot, c'est à 80% ça, hein, c'est d'écouter ses collaborateurs, faire en sorte que ça se passe bien. Et puis voilà. Et après, il y a des côtés très positifs, des côtés un peu plus négatifs, mais ça se passe plutôt très très bien. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Si au niveau de... Là, vous avez dit que vous étiez le patron, c'est que vous êtes une franchise. Non. Première question. Et en deuxième question, à l'heure actuelle, si vous êtes directeur de votre magasin, vous avez quoi comme perspective d'évolution? Ok. Alors non, je ne suis pas une franchise. Auchan, c'est une entreprise intégrée, même si la franchise se développe au sein du groupe. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi un N+1, un directeur. Et en fait, mon patron, c'est le directeur du magasin Auchan. Donc moi, en fait, je suis un secteur à part entière qui offre un service supplémentaire aux clients. Donc voilà. Donc je ne suis pas franchisé. C'est mes propres résultats, c'est ma responsabilité du site et de mes collaborateurs, mais c'est pas moi qui suis propriétaire ou responsable, on va dire, à 100% du site. Et les perspectives d'évolution, c'est une bonne question. Vous savez qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, malheureusement, hein, au niveau de l'emploi. À Auchan, on a eu une restructuration l'année dernière sur l'encadrement, hein, c'est-à-dire qu'on a fait un plan de restructuration. Donc on a changé un peu tous les métiers et on a plutôt enlevé que rajouté. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les perspectives d'évolution, surtout pour moi, elles sont en effet de diriger une autre structure comme un magasin, par exemple, ou d'être directeur adjoint. Et après, sur des postes, et c'est ça qui est sympa à Auchan, c'est on peut évoluer sur des postes de RRH, de contrôleur de gestion. Je peux retourner sur le commerce en étant manager commerce ou responsable d'une unité commerciale. Donc j'ai plein de choses ouvertes, hein. Je peux aller à Lille où il y a le centre, le centre névralgique Auchan où il y a toute la centrale d'achat qui est aussi là-bas. Donc il y a plein de postes qui peuvent s'ouvrir, hein. C'est pas parce qu'on travaille au drive ou dans un magasin qu'on ne peut pas évoluer. Allez, monsieur souffle, il n'a pas envie. On aurait voulu savoir, si ce n'est pas indiscret, combien vous... si on pouvait avoir une fourchette de... Je me doutais que vous allez me poser la question. Voilà, exactement. Non, ça ne me gêne pas. Je gagne pas beaucoup, hein. Non, à Auchan, c'est une grosse boîte, hein. C'est un gros paquebot, donc il y a des grilles salariales. Donc on rentre tous dans des grilles avec des numéros. Et voilà, donc moi je gagne, alors tout compris, parce qu'à Auchan il y a plein de trucs qui s'ajoutent. Un net, on va parler en net, ça vous parlera plus qu'en brut. On gagne un responsable comme moi, il gagne entre 3 000 et 4 000 euros net, à peu près. Alors tout compris, après mon salaire de base, il est un peu moins élevé, mais quand vous rajoutez toutes les primes, c'est vrai que c'est très intéressant. Voilà. Alors, en fait, c'était très personnel parce qu'en fait, à l'origine, j'étais accepté à Tours, mais j'ai suivi mon ami qui n'était pas accepté à Tours et qui était, donc c'était pas un choix, enfin c'était un choix personnel. Voilà, mais je regrette rien, hein. J'ai passé 2 très très belles années à l'UT de Châteauroux avec plein de souvenirs et du coup on a réussi à avoir toujours une on a gardé pas mal de contacts avec les anciens de l'IUT et on a passé vraiment de très 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 bons moments et on se voit toujours actuellement, même aujourd'hui, quoi. Alors peut-être pour préciser un peu, parce que tout le monde ne connaît pas le principe d'Auchan, mais c'est une entreprise qui n'est pas cotée, qui n'est pas en bourse, et qui offre par contre un intérêt, c'est l'actionnariat salarié. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu du mécanisme et puis peut-être de l'effet d'incitation que ça peut avoir sur les salariés au niveau de la fidélité, des choses comme ça? Alors en effet,
Auchan, l'actionnaire va changer à Auchan cette année, de par des résultats économiques un petit peu compliqués, mais ça ne changera pas grand-chose. Mais alors en effet, l'actionnariat à Auchan, c'est important parce que Gérard Mullier, donc, qui est le fondateur d'Auchan France et puis Auchan Monde, bien sûr, lui, il a dit, bah voilà, et c'est ce qui dénote un peu de la culture Auchan, moi, tous les bénéfices que je fais, je veux les partager avec mes salariés, avec mes collaborateurs. Bon, alors je vous rassure, pas tous. Petite partie, mais bon. Et donc, de là, en effet, au résultat net de l'entreprise, à la fin de l'année, une partie du bénéfice est redistribuée à ses employés. Ce qui n'est pas négligeable, puisque dans les belles années, ça allait jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois de salaire. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais il reste quand même quelque chose. Et puis après, cet argent, quand vous aviez votre mois de salaire en poche, eh ben, vous le placez dans ce qu'on appelait nous Valauchan. Donc c'était comme une banque avec un taux rémunérateur très 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 avantageux. C'est-à-dire que vous avez des taux allant jusqu'à 10-15%. Donc quand vous avez la case d'épargne qui est à 0,75, vous imaginez bien que... Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez dû entendre des hôtesses de caisse qui étaient millionnaires. Parce que à l'époque, la banque, on va dire Valauchan, il n'y avait pas trop de restrictions. Donc il y a des gens qui empruntaient dans d'autres banques pour mettre dans cette banque-là. Et ils ont gagné des milliers d'euros. Bon, maintenant, ça n'existe plus. Et donc c'est vrai que ça a fidélisé. Et c'est de là aussi qu'a été créée une culture Auchan assez forte. Hein, quand vous rentrez dans cette entreprise-là, vous êtes tout de suite picousé. Et c'est vrai qu'il y a un sens de l'actionnariat très très important, qui existe toujours aujourd'hui, qui va être un petit peu modifié, mais qui existe toujours aujourd'hui. Alors certes, un petit peu moins avantageux, mais quand vous rentrez à Auchan et vous allez voir un banquier, ne vous inquiétez pas, il vous dit « bon, bah, j'ai rien à vous proposer, de toute façon, vous avez mieux chez vous ». Donc voilà, ouais, donc, un système très avantageux, lié sur les résultats évidemment de la France et de l'international, puisque à Auchan, on a beaucoup investi à l'international. Et donc c'est ces résultats-là qui font que aujourd'hui ou hier, beaucoup de salariés d'Auchan ont un patrimoine assez important. Bon, alors comme j'ai le micro, je vais abuser un peu. Est-ce que lorsque vous êtes entré, donc vous nous avez parlé de votre parcours DUT et puis IUP, donc bon, IUP n'existe plus, mais c'est un M1 classique. Est-ce que vous avez vu une différence au niveau du comportement de l'entreprise entre les personnes qui venaient d'un parcours universitaire et les personnes qui venaient d'un parcours école de commerce? Alors, c'est vrai que nous, à Auchan, il y avait beaucoup de gens qui venaient des écoles de commerce. Il y avait vraiment d'horizons multiples. Hein. Il y avait même des ingénieurs, il y avait des gens qui ont fait maths sup, il y avait un peu de tout. Après, c'est sûr que la chance qu'on avait par rapport aux autres à l'IUT, c'était les stages, clairement. On avait mis déjà un pied dans l'entreprise. Et ça, c'était... moi, en tout cas, sur mon parcours Auchan, c'est ce qui m'a permis d'entrer à Auchan, je pense. Moi, je suis parti 6 mois en Afrique. Donc ça a permis aussi de voir autre chose, de travailler avec des gens différents et de m'ouvrir un peu les chakras. Et dans des entretiens, quand vous passez une journée à faire des entretiens avec 10 personnes, je peux vous assurer que vous avez des choses à dire et ils sont plutôt réceptifs. Donc la chance que j'ai eue, je pense, par rapport à d'autres sur l'école de commerce ou même ceux qui faisaient la fac, c'est vraiment les stages et je vous encourage à en faire le plus possible et puis et justement à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre là-dessus parce que ça vous servira vraiment à 100% dans vos entretiens et ça c'est sûr. Vous avez d'autres questions ? Donc, merci à Romain Guignard pour son intervention. Ensuite, nous allons laisser la parole à Emeline Gemont qui parlera de son parcours après son DUT et de sa profession au sein de l'OCPA. Bonjour à tous, donc, je suis Emeline Gemont. Alors,
J'ai 33 ans, je vis dans le sud de l'Indre, je travaille dans l'Indre. Alors pour parler un peu de mon parcours avant l'IUT, donc moi je suis creusoise et je me suis orientée vers le DUT GEA à Châteauroux parce que je n'avais pas envie de bouger. J'avais un petit copain qui était attaché au territoire et du coup j'ai postulé dans plein de villes, mais je suis restée à Châteauroux. Je suis très contente de la formation que j'ai reçue, mais j'en tire comme leçon que tant qu'on est jeune et le moment des études est propice, il faut en profiter pour bouger. Si j'ai un conseil à vous donner, explorez. Explorez parce qu'après on se pose bien assez vite et c'est plus difficile quand on veut bouger. Il n'empêche que je suis donc restée à Châteauroux, j'ai suivi le DUT GEA option RH que j'ai obtenu en 2003. J'avais fait un bac éco avant. Voilà. Ensuite, j'aurais bien aimé continuer mes études, mais financièrement, je ne pouvais pas. Donc, je suis entrée sur le marché du travail. À regret, mais voilà. Alors, mon parcours, contrairement à mon collègue, je n'ai pas fait une entreprise, mais je ne les ai pas comptées, mais voilà. J'ai fait 10 ans de CDD, et là, je suis dans mon premier poste en CDI aujourd'hui. Ça fait 2 ans que j'y suis. Donc, vous allez voir que j'ai fait plein de postes différents. Alors, avec le recul, j'y trouve un sens, mais au début, voilà, c'est un peu compliqué de savoir où on va. Ma plus grande difficulté, c'était que j'avais pas de projet professionnel. Donc dès le collège, on nous demande de commencer à nous orienter. Dès le lycée, on commence de nous demander à nous orienter. Moi, le DUT, je l'ai choisi, je vous l'ai dit, pour la raison géographique. Mais sur le guide de l'ONICEP, bah tiens, il y a de l'économie, ça me plaît bien. Il y a de la psychologie, j'aime bien l'humain. Enfin voilà, j'ai vraiment fait un choix par matière. J'avais aucun projet professionnel, ni à l'entrée, ni à la sortie du DUT. Donc c'était assez délicat de s'orienter. Je voyais bien ce qui me plaisait, mais de là à imaginer un métier en face, c'était compliqué. Donc mon premier poste, alors je ne l'ai pas mis là, mais juste pour l'anecdote, en sortant de l'IUT, on est content, on a bien bossé, on est diplômé, on va avoir tout ce qu'on veut. J'ai été opératrice en usine. J'ai mis des livres dans des cartons pendant 4 mois. Voilà, mais c'est très bien parce que ça remet les pendules à l'heure et ça rappelle que le marché du travail, il n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Donc après cette petite période passée, je suis rentrée au Crédit Agricole, non pas parce que j'avais une vocation commerciale, mais parce que sur le territoire, j'étais toujours très liée au territoire. C'était un des seuls employeurs qui recrutait des bac+2 sans expérience. Voilà, donc j'y suis restée 2 ans. J'ai fait, je ne sais pas combien de CDD, mais plusieurs. Donc j'ai fait du guichet et de la plateforme téléphonique. Voilà. Au bout de 2 ans, je me suis dit que la pression commerciale pour vendre des cartes bancaires et des livrets, voilà, c'était pas fait pour moi. Donc j'ai refusé une nouvelle proposition de CDD qui m'était faite. Et ensuite, j'ai été recrutée alors par opportunité. Quand on vous parlait de réseau tout à l'heure, il faut ne jamais hésiter à parler autour de vous de vos recherches, de votre formation, de ce que vous avez envie de faire. Moi, il se trouve que donc j'habitais en Creuse et près de chez moi, il y avait des dames qui défendaient leur emploi de mécanicienne en confection. Elles fabriquaient des sous-vêtements et le groupe dont elles dépendaient avait décidé de fermer le site. Et ces dames-là se sont battues pour défendre leur emploi. Comme c'était près de chez moi, j'allais les soutenir parce que je trouvais que c'était important de maintenir l'emploi sur le territoire. Alors, ça dépend si on voit le verre à moitié plein, à moitié vide. La moitié des personnes ont été licenciées, mais la moitié a été sauvée. Et pour les personnes qui ont été licenciées, il a été mis en place une cellule de reclassement qui venait de Toulouse et qui cherchait quelqu'un avec des compétences administratives sur le territoire pour connaître et les personnes et les entreprises et voilà, le territoire. Donc, comme elle me connaissait à ce titre-là, j'ai été recrutée par donc, un cabinet de reclassement privé. Et pendant quelques mois, j'ai accompagné ces dames à chercher un emploi. Voilà. Donc mon poste consistait à la prospection téléphonique pour détecter des offres d'emploi, ce que j'avais appris au Crédit Agricole avec la plateforme. Et puis, petit à petit, je suis devenue de plus en plus autonome. J'animais des ateliers pour les CV, pour les lettres de motivation, etc. Et quand cette cellule a été fermée, le groupe, parce que c'est un groupe privé, m'a proposé d'ouvrir une antenne dans la région Limousin. Donc en fait, j'étais à Limoges
Et là, j'ai créé une antenne qui représentait 5 filiales, parce que comme tout groupe, il y a des filiales. Voilà, donc du coup, j'avais un temps partagé à Limoges, et puis après, je bougeais sur le quart sud-ouest de la France pour reclasser les gens dès qu'ils étaient licenciés. Au bout de 2 ans, j'ai refusé un nouveau CDD parce que par rapport au travail que je faisais, la rémunération qu'on me proposait aux conditions de travail, c'est-à-dire que j'étais à l'hôtel du lundi au vendredi, ça ne me convenait plus. Et à ce moment-là, j'avais envie de revenir sur Châteauroux, parce que Châteauroux me manquait. J'ai postulé à l'AFPA, qui est un centre de formation pour adultes. Je ne sais pas, vous connaissez l'AFPA? Ouais, voilà. Donc l'AFPA de Vaugirard, qui cherchait quelqu'un pour animer un espace ressources emploi. Donc, créer et animer, ce qui n'existait pas. Donc ça avait vocation à aider les gens qui étaient en formation à trouver leur stage et à trouver leur piste d'emploi à l'issue. Voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques mois. Là, on m'avait promis un CDI, donc l'investissement était énorme. Et puis au bout du CDD, on a mis quelqu'un d'autre en CDI. Donc cette expérience était assez malheureuse par l'issue, mais en même temps, là, pour la première fois, j'ai vu vers quoi je voulais tendre. Le fait d'animer des groupes me plaisait, donc j'ai eu envie de me professionnaliser vers le métier de formatrice. Donc à ce moment-là, j'ai fait une étude pour faire un CIF. Alors est-ce que le CIF vous parle, j'espère, au moins pour les RH? Non? Congé individuel de formation. Ça vous parle pas? Bon. Alors c'est une mesure qui existe pour les salariés, qu'ils soient en CDD ou CDI, et qui permet d'aller se former, d'aller préparer un diplôme tout en restant salarié si on est CDI, ou enfin on a un statut assimilé si on est CDD. Donc là on nous paye la formation, parce que toute formation a un coût, et le salaire. Donc j'ai pu faire ça après mon contrat à l'AFPA. Donc là, pendant 8 mois, j'étais en formation d'adulte avec des adultes pour devenir formatrice d'adultes. Et j'ai obtenu un titre professionnel de niveau Bac+2. En attendant la formation, j'avais fait un premier contrat de formatrice pour adultes à Assofac pendant quelques mois. Assofac, déjà entendu parler? Non, c'est sur Châteauroux. Là, je formais... c'est des centres de formation qui sont plutôt à destination. Là, ce n'est pas des diplômes. C'était avant, hein, ne cherchez pas sur la fiche. C'est plutôt pour les demandeurs d'emploi. Donc à ce titre-là, j'ai animé des formations pour apprendre à lire et à écrire à des gens qui n'avaient pas eu la chance d'avoir été à l'école, à des gens qui arrivaient de pays dont le français n'était pas la langue, donc pour leur apprendre le français. J'accompagnais des gens qui étaient en recherche d'emploi depuis longtemps pour faire des remises à niveau, faire des ateliers CV, etc. J'ai fait de l'initiation bureautique pour des retraités. Enfin voilà, c'était assez varié. C'était très compliqué parce que c'était 35 heures de face à face avec des gens de niveaux différents, avec des objectifs différents. Et la préparation, c'était pour le soir et les week-ends. Mais ça m'a permis d'avoir de la matière pour apprendre après quand j'ai fait ma formation de formatrice. Voilà, donc là c'était la première phase. Donc vous voyez, j'ai arrêté mes études, mais j'ai pu me reformer après une première fois et il va y avoir une deuxième. À l'issue de la formation, j'avais besoin de travailler vite parce que j'avais plus d'indemnisation chômage. Je suis devenue conseillère à l'emploi pour un sous-traitant de Pôle emploi pour des gens qui étaient licenciés économiques. Donc là, voilà, accompagnement individuel, animation de groupe, etc. Toujours sur Châteauroux. Ensuite, donc là j'ai rompu mon CDD parce que j'avais trouvé un poste plus intéressant, qui me convenait mieux. J'ai eu l'opportunité d'entrer au CRIA. Donc CRIA, c'est le Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme, qui à l'époque avait plus de moyens qu'aujourd'hui. Et l'objet de cette structure, c'est de permettre aux gens qui sont en situation d'illettrisme de pouvoir se former pour réapprendre à lire, et permettre aux gens qui sont au contact de ces gens-là, les conseillers Pôle emploi, etc., de les détecter parce que c'est des gens qui se cachent. Ils ont honte. Donc voilà. Donc ma mission, elle était tant d'aider les gens à les détecter, d'évaluer les gens qui avaient envie de se former, à dire voilà, sur quoi ils avaient besoin de passer du temps pour apprendre pour pouvoir accéder à l'emploi. L'objectif, c'est toujours l'emploi. Et je formais aussi des formateurs bénévoles. Et à ce poste-là, en fait, on n'était que 2. Et du coup, je suis venue en soutien de ma responsable pour faire, ça marche par appel d'offres. Enfin voilà, la grosse problématique de ces structures, c'est qu'il n'y a pas de financement.
Donc là, j'ai touché un peu à constituer des budgets. Enfin voilà, ça se rapprochait un peu de ce que j'avais pu voir en DUT. Donc j'ai eu envie de me former à nouveau pour évoluer toujours dans ce type de structure. Donc là, j'ai fait un deuxième CIF-CDD à Poitiers pour obtenir un titre professionnel de responsable de dispositif de formation. Donc c'est un niveau Master 1. Et l'intérêt de cette formation, c'est qu'il y avait 2 stages longs. En tout, j'ai fait 1 an de formation, 6 mois de stage. Et je rebondis sur ce qu'on vous disait tout à l'heure. Quelle que soit la formation que vous ferez, allez au plus sur le terrain. Plus vous serez sur le terrain, plus vous diminuez l'écart qu'il peut y avoir entre la théorie et la pratique, et plus vous franchirez les portes des recruteurs. Voilà, donc dans cette formation, en gros, sur le processus de formation, c'est-à-dire que ça permet d'être capable d'observer quelqu'un à son poste de travail, d'analyser son poste et d'aller jusqu'à l'écriture d'un diplôme qui pourrait correspondre à ce poste-là, et en plus la gestion financière d'un centre de formation. Et lors de ces stages, donc, il y en avait un en centre de formation et l'autre en industrie, l'industrie du sud du département, qui ne va pas très bien d'ailleurs, depuis. Et là, j'ai découvert l'industrie. Je n'avais jamais mis les pieds dans une industrie et j'ai trouvé ça assez passionnant par la diversité des métiers qu'il peut y avoir, par le niveau de compétences, par la dimension internationale. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, j'ai fait le choix d'orienter mes recherches d'emploi vers ce qui pouvait avoir trait à l'entreprise privée. En sortant de cette formation, j'avais besoin de travailler vite. Donc, je suis redevenue conseillère Pôle emploi à Châteauroux. En CDD bien sûr, jusqu'à ce que j'étais très bien placée pour voir passer les offres d'emploi, c'est moi qui les enregistrais. Donc, et un jour est arrivée une offre de chargée de mission à la DEFIM, poste que j'ai aujourd'hui. Donc là, à ce jour, je travaille depuis, donc ça fait 2 ans en décembre, dans un OPCA. Ça vous parle, OPCA? J'espère. Voilà. Organisme paritaire collecteur agréé. Donc c'est un organisme qui collecte les cotisations obligatoires des entreprises sur la formation et la taxe d'apprentissage. Voilà. Donc c'est réparti par secteur d'activité. Donc moi, je travaille dans celui de la métallurgie. Donc j'ai en charge toutes les entreprises de la métallurgie du département de l'Indre. Voilà. Donc je collecte les fonds. Et je ne fais pas que les collecter, après il faut que je les redépense. Donc j'aide les entreprises à financer au mieux les formations des salariés pour permettre aux salariés d'évoluer dans leur poste. Voilà. Sur mes postes, finalement. Ah oui, les exigences de mon métier actuel. Alors la rigueur, je gère beaucoup d'argent. Donc il faut être très rigoureux et il faut être méthodique et rigoureux. Il faut, alors faculté d'analyse, oui, parce qu'en fait, je m'occupe de toutes les entreprises de la métallurgie, donc c'est défini par la convention collective qu'ils appliquent en fait. Une entreprise, il y a le code NAF qui détermine son activité principale et la convention collective. Dans l'Indre, on a j'ai 160 entreprises à peu près, je dois en avoir 5 qui font plus de 200 salariés, tout le reste c'est des PME. Donc il faut pouvoir comprendre ce qu'une entreprise de 1000 salariés attend et a besoin, et ce qu'une entreprise de 10 salariés attend et a besoin. Il y a un niveau de conseil qui n'est pas du tout le même selon la problématique. Voilà, c'est ce que je disais en dessous. Alors, disponibilité et souplesse, évidemment, parce que je suis au service de l'entreprise. Donc, je n'ai pas de journée type, moi, en fait. Je ne sais jamais ce qui m'attend. Enfin, j'ai prévu des choses, mais ça ne se passe jamais comme j'ai prévu. Pédagogie, adaptabilité, oui voilà, je rencontre des gens qui ont 2 salariés et puis un DRH d'une boîte qui a 1000 salariés, donc le discours ne va pas être le même. Veille législative forte, la formation professionnelle a été réformée par une loi de 2014 qui est en vigueur là depuis 2015. Ça a chamboulé complètement notre façon de, une grande partie de notre façon de fonctionner et de financer les entreprises. Et puis, travail en réseau institutionnel et politique, ça c'est très fort, le réseau, on y revient. Comme mon entreprise est un outil de la branche, je suis rattachée à l'UIMM, qui est le syndicat patronal des industries métallurgiques. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien hiérarchique, mais il y a un lien de politique qui est très fort. C'est-à-dire que c'est l'UIMM qui va donner ses directives au niveau national, et moi, dans mon poste, je dois aller dans le sens qui a été décidé au niveau politique. Donc, c'est très important.
Et puis institutionnel, mais on est en lien avec la direction du travail, avec Pôle emploi, avec enfin voilà, l'objet. On a aussi les missions d'aider à financer les dispositifs qui permettent d'aider à recruter, les contrats en alternance, notamment pour les adultes, les contrats de professionnalisation. Voilà pour la présentation. J'espère ne pas vous avoir assommé, parce que c'est assez lourd. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, j'aurais voulu savoir combien de temps avaient duré vos deux formations ? 9 mois et 1 an. Et pendant cette période-là, vous n'avez pas eu de difficultés financières ? Non, contrairement à la formation initiale ou à l'apprentissage, en fait, c'était le principe du CIF, du congé individuel de formation, c'est que ça prend en charge la formation et le salaire. Donc là, comme c'est un CIF CDD, en fait, le principe, c'est que ça me maintenait le salaire de mon dernier CDD. Voilà. Merci. Et pour, en tant que demandeur d'emploi, ça comptait comme un emploi. Donc ça, je cotisais et j'avais droit au chômage après. Aujourd'hui, on fait que nous parler des études et on a toujours suivi le système français et par rapport au système américain. Là, ce que vous nous parlez, c'est faites des formations, tout ça. Aujourd'hui, sur le papier, sur un CV, vous, en tant que recruteur, on voit une formation, c'est un nom. Aujourd'hui, un diplôme, c'est reconnu par l'État. Même si une formation, c'est fait par l'État, est-ce qu'au niveau pouvoir persuasif sur un recruteur, c'est plus, c'est mieux adapté d'avoir un diplôme que d'avoir une formation ? La formation, c'est le terme générique. Tu peux avoir une formation de développement de compétences, je ne sais pas, sur un nouveau logiciel, c'est une formation. Tu passes un DUT, c'est une formation aussi. Okay. Ce qui compte, c'est d'évoluer et d'apprendre des choses tout le temps. On peut très bien apprendre autant sur le terrain que par un diplôme. Là, moi, si je peux donner mon avis par rapport à votre cursus, c'est... vu l'époque actuelle, les exigences ne sont pas les mêmes que quand je suis sortie en 2003. 2003, un bac plus 2, ça allait encore. Aujourd'hui, c'est minimum bac plus 3. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est aller au moins jusqu'à la licence. Et si vous pouvez vous orienter sur des filières en alternance par l'apprentissage, vous serez gagnant. Parce que déjà, financièrement, vous êtes salarié. Donc vous avez un peu de quoi payer votre loyer, etc. Et en plus, vous mêlez l'apprentissage théorique à pratique. Et le jour où vous avez terminé vos études et que vous vous présentez sur le marché du travail, vous sortez de l'école, mais vous avez déjà une expérience professionnelle. Vous savez déjà de quoi vous parlez, vous avez déjà mis en place des choses. Ça, c'est important. Après, les formations autres, comme moi j'ai fait, moi j'avais besoin de ne pas rester sur mon échec et sur ma frustration d'avoir arrêté au DUT parce que j'avais envie et j'étais capable de faire plus. Donc moi, mon objectif, c'était ça, de continuer à me former. Et je pense que je n'ai pas terminé, j'y retournerai un jour. Mais après, il n'y a pas d'obligation. C'est que moi, pour évoluer dans les postes, il a fallu que je passe par ces étapes-là, parce que mes premières expériences, elles ne me permettaient pas d'accéder à des postes avec plus de responsabilités. Voilà. Ça répond à ta question ? Moi, je fais pas de formation. Enfin, j'en ai fait, mais. Non, mais justement, je pense que, je vais juste peut-être essayer de préciser la question de Maxime, parce que j'ai eu la même réflexion également. C'est l'idée que Maxime vous interpellait sûrement sur le fait que vous avez ce qu'on a, peut-être ce qu'on a dans notre esprit en vrai diplôme, un DUT, et ensuite il y avait les formations dont vous nous avez parlé, et ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que ce que c'est qu'un niveau 3, ce qu'un niveau 2, et que finalement ça correspond à des diplômes qu'on peut passer à l'université et qui sont également aussi reconnus. C'est ça Avec les formations que j'ai aujourd'hui, j'ai 2 bac plus 2, un bac plus 4. Voilà. Mais une fois qu'on est sur le marché du travail, à la limite, le problème d'avoir le niveau, c'est quand on rentre sur le marché du travail. Parce que voilà, sinon, Adéco ou un tel va vous dire non, il faut ça pour y rentrer.
Après, une fois qu'on a de l'expérience, valoriser une expérience, ça compte autant que valoriser un diplôme. Les deux, c'est l'idéal. Mais quand on a de l'expérience, c'est plus facile d'argumenter. Mais en tout cas, pour ma part, les diplômes, enfin les titres que j'ai passés après, ils ont la même valeur, sinon plus. Du fait que je les ai faits en ayant déjà travaillé. Ah mais j'ai un diplôme. Le titre professionnel, c'est le même niveau. Quand je dis équivalent Bac plus 4, c'est Bac plus 4. C'est juste qu'un diplôme, c'est délivré par le ministère de l'Éducation nationale. Un titre professionnel, c'est délivré par le ministère de l'Emploi. C'est la seule distinction. Ah bah oui. Le recruteur, il connaît les titres professionnels. Ou s'il ne connaît pas, c'est dommage. Et c'est le moment d'argumenter. C'est là que c'est intéressant d'avoir... votre témoignage est super intéressant pour ça parce que vous disiez au départ que vous n'aviez pas forcément d'idée d'orientation professionnelle à la sortie du DUT et vous avez construit votre orientation chemin faisant et justement en passant de nouveaux diplômes au fil du temps en fonction de vos besoins et du fait que vous vous rendiez compte que c'était nécessaire pour pouvoir évoluer dans ce que vous vouliez faire. Donc c'est vrai que c'est une autre façon d'évoluer, même si vous faites bien de rappeler qu'aujourd'hui la licence c'est vraiment le minimum. Ouais. Même si vous faites une licence l'année prochaine ou dans 2 ans pour les premières années, et puis qu'en rentrant sur le marché du travail, au bout d'1 an ou 2, vous dites que finalement ça ne correspond pas à ce que vous aimeriez faire, parce qu'on a le droit de se tromper, on est jeune quand on choisit et on ne se rend pas bien compte de ce qu'est le marché du travail, ne baissez pas les bras, on peut toujours se réorienter, toujours. Et il y aura toujours des financements pour ça. Une petite question au niveau de l'adaptation. Est-ce que c'est pas trop dur de sortir du milieu professionnel parce que vous avez fait du travail, après retourner en formation, tout ça. Ça se passe comment l'adaptation? Parce qu'une fois qu'on a sorti de l'école, on travaille et ensuite on retourne entre guillemets à l'école. Alors ça se passe très bien parce que c'est de la formation pour adultes. Le déroulement est vraiment différent que de la formation initiale comme vous. C'est-à-dire que le diplôme, le titre qu'on prépare, il est décliné en compétences. C'est sur de l'opérationnel. Et du coup, on va travailler telle compétence. C'est une dimension projet. C'est comme si vous faisiez que des projets tutorés. Évidemment, il y a des apports théoriques qui viennent, mais on est en action. On est en action. Il n'y a pas aujourd'hui, on va faire droit machin. Voilà. Enfin, sur les titres professionnels, en tout cas. Il y en a forcément des apports théoriques parce qu'on ne peut pas tout inventer, mais c'est vraiment une dimension projet. Donc on s'y fait très bien et c'est ça qui fait que ça colle et que les gens y vont. Sinon, effectivement, retourner à l'école, c'est compliqué. Ouais. Oui. Donc, si vous devriez revenir en arrière Ouais. juste après le DUT, est-ce que vous auriez continué vos études jusqu'en master ou bien... Master, je pense pas, non. J'aurais fait licence pro. Licence pro formation, ça me plaisait déjà à l'époque. J'y suis allée par d'autres biais, mais master, non, je pense pas. Mais je suis sortie en 2003. Hein. C'est pas la même. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Financière, parce que je pense que si j'avais réussi à y arriver, ça aurait été que pour 1 an. Et j'avais envie de travailler vite quand même, j'avais envie d'aller sur le terrain en fait. Les stages en IUT, je trouve que c'est précieux parce qu'on se rend compte de ce qu'est la vie de l'entreprise. Et moi, les stages que j'avais faits m'avaient vraiment intéressée. Et j'avais envie de faire des études pour m'outiller, me donner les moyens d'entrer sur le marché du travail, mais je n'avais pas envie d'y passer ma vie. Par contre, si l'alternance avait été plus développée à l'époque qu'aujourd'hui, je pense qu'en alternance, oui, j'aurais pu aller jusqu'au master. Si j'avais eu le lien avec le terrain. Mais à l'époque, c'était, je ne sais même pas si ça existait, les licences en alternance. Vraiment au minimum, ouais. D'autres questions? Non, finalement, non. Ah bah c'est bon. C'est bon? Non, c'est... Bon. Désolé, non. C'est bon? Merci. Ah non. Une petite question, s'il vous plaît. Une dernière, pardon. Non, il y en avait une. Ah si.
Je me remets devant la caméra. Là, c'est vraiment une question à une spécialiste, puisque j'ai l'impression d'avoir parlé des OPCA dans mes cours, mais bon, voilà quoi. Je peux venir témoigner s'il faut. Bah, à la limite, à partir du moment où on est là on est là tous réunis, ça pourrait leur faire une petite piqûre de rappel sur les échanges qu'il peut y avoir justement entre la base du fonctionnement, le fait que les entreprises cotisent et puis qu'ensuite elles peuvent faire appel à l'OPCA pour pouvoir réaliser leur formation. Donc quel type de prestations sont proposées par l'OPCA justement En termes de financement ? Financement Ouais. et puis peut-être aussi de conseils. Alors, donc la première partie en fait dont j'ai parlé, qui est la collecte des fonds formation, ça c'est quelque chose de saisonnier. Là, je vais attaquer ma saison forte puisque les paiements sont à faire avant le 28 février. Mais c'est 2 mois de mon année où je dois aller voir toutes mes entreprises pour les aider. Après, alors je vais parler de l'OPCA pour lequel je travaille parce que je ne connais pas peu le fonctionnement des autres. Tout ce qu'on a récolté remonte au national et après on nous affecte des enveloppes en fonction des départements et du nombre de salariés qu'il y a sur ce département. Dans la cotisation, tout comme dans ce qu'on va redistribuer, il y a différentes lignes de formation. Il y a le plan de formation, ça vous parle ? Le plan de formation, la professionnalisation et tout nouveau, tout beau, tout chaud, le compte personnel de formation. Ah, vous avez traité du CPF, ça m'intéresse. Vaste sujet. Donc moi, mon rôle au quotidien, alors ça va dépendre des entreprises. Les grosses entreprises, évidemment, elles ont des gens au service RH. Les plus grosses, elles ont quelqu'un qui est dédié uniquement à la formation. Donc il va établir un plan de formation qui est c'est concilié entre les besoins exprimés par les salariés et puis la volonté de l'entreprise d'orienter sur tel ou tel axe. Donc avec ces grosses entreprises-là, je n'ai que la casquette de financeur, c'est-à-dire que je vais étudier leur tableau Excel. Je manipule beaucoup le tableau Excel. Et je vais regarder quel financement je peux mettre sur quelle action. Voilà. Alors, en ce moment, je fais la promotion du compte personnel de formation, parce que c'est assez complexe. La loi est sortie, mais pas... voilà. C'est une réforme qui a été faite très vite et qui, comme les autres en ce moment, sont bien déconnectés des problématiques du terrain. Donc on a dû se débrouiller nous-mêmes avec les décrets d'application pour interpréter comment on pouvait faire. Après, pour les plus petites, je vais plutôt voir quelles sont, est-ce qu'elles ont besoin de recruter, est-ce qu'elles vont rentrer une nouvelle machine, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de perdre un peu pied dans leur métier, qui auraient besoin d'être formés. Et là, je vais les conseiller vraiment sur les formations qu'il existe et que je vois par ailleurs, parce que je vois passer tous les programmes de formation de toutes les entreprises. Donc j'en vois du programme. Je sais quel organisme propose ça, etc. Donc là, je vais plus être dans le conseil pour essayer d'aider les gens soit à rester dans leur poste et proposer les financements qui vont avec, ou j'ai perdu le fil. Proposer les formations ou le financement. Voilà, ça devait s'arrêter là. Ça, c'est pour la partie formation. Après, on a d'autres types de financement et qui déclenchent un autre type de conseil qu'on doit apporter aux entreprises. On finance des mesures à côté qui sont déconnectées du plan de formation des salariés en poste. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est le financement des dispositifs pour aider à l'embauche. Donc les contrats en alternance pour les adultes, le contrat de professionnalisation, c'est l'équivalent de l'apprentissage, mais une fois qu'on est adulte. Et des mesures avec Pôle emploi pour, par exemple, il y a quelqu'un qui pourrait être recruté, mais il n'a pas le niveau nécessaire parce que sa formation initiale est loin ou il vient d'un autre secteur. On va le former juste avant l'embauche. Comme ça, il est plus armé pour entrer dans l'entreprise. Et on finance aussi la GPEC. Ça vous parle, ça ? Voilà. Donc les entreprises, elles ont rarement les ressources internes pour mener une GPEC. Il n'y a que les entreprises un peu plus conséquentes qui peuvent dédier quelqu'un à ça. Donc les petites, souvent, elles ne savent même pas ce que c'est, donc il faut leur expliquer. La problématique qu'on a sur le 36, par exemple, dans les petites entreprises, les moins de 50 salariés, c'est qu'à longueur d'année, je rencontre des chefs d'entreprise qui disent, donc c'est des métiers techniques, c'est de l'usinage, c'est la fabrication de pièces en métal, la plupart en sous-traitance aéronautique, ils fabriquent des pièces d'avion. Dans mon équipe, j'ai 5 soudeurs, donc sachant que le soudage aéronautique, c'est hyper précis.
J'en ai 3 qui partent à la retraite l'année prochaine. Et vous avez fait quoi? Bah rien. Voilà. Voilà la problématique. Donc là, on va expliquer ce qu'est la GPEC, cibler les compétences qui vont partir et comment on fait pour recruter les gens et qu'il y ait un doublon pour que la personne ne parte pas avec tout ce qu'elle a appris pendant 20 ans dans l'entreprise ou 30 ans et apporter le financement à côté. Il y a une dimension conseil du coup qui, sur les petites entreprises, est plus développée. Sur les grosses, c'est vraiment la casquette financeur. Voilà, ce qui se distingue un peu. Après, tous les OPCA ne sont pas pareils. Il y a plein d'OPCA où c'est que de la gestion administrative et du financement. Il n'y a pas de conseiller sur le territoire. C'est que des plateformes téléphoniques, c'est du mail, c'est Internet. Nous, dans la métallurgie, c'est politiquement, il y a le souhait qu'il y ait quelqu'un sur le territoire. Donc moi, j'ai mon bureau à Châteauroux. Une entreprise m'appelle, elle veut que je vienne demain. Si je peux, j'y vais le lendemain. Voilà. Je voulais poser la question au niveau de la taxe d'apprentissage. Comment ça fonctionne Parce que je sais que l'OPCA, c'est un organisme collecteur aussi. Oui, alors on collecte, nous. Il y a OPCA pour la formation et OCTA, organisme collecteur de la taxe d'apprentissage pour l'apprentissage. Et il y en a qui sont distingués, nous on fait les deux. Donc on collecte la taxe d'apprentissage, par contre je ne fais que la collecter. Donc je suis en mesure d'aider les entreprises à remplir le bordereau et à la décortiquer. Mais après, c'est plus de mon ressort. Alors, elle a été réformée aussi, et c'est rentré en vigueur dès la collecte de l'année dernière. Ce que je sais, c'est que c'est la taxe d'apprentissage, et que plus ça va, et moins il y a d'argent qui va à l'apprentissage. Voilà. Aujourd'hui, la taxe, c'est 0,68% de la masse salariale. Oui, toutes les cotisations, c'est en fonction de la masse salariale. Donc, plus on a de salariés, plus on paye. Sur les 0,68%, il n'y en a que 23% de ce montant-là qui vont directement à l'apprentissage. Après, on arrive à trouver des subterfuges pour que ça y aille quand même, mais il n'y a que 23% de la taxe d'apprentissage qui va directement à l'apprentissage. Il y a beaucoup de CFA qui sont en péril. Ceux qui ont le soutien des branches comme la métallurgie, ça va. Les autres, c'est plus compliqué. C'est technique. Peut-être une question, mais en forme de boutade. Vous avez dit que quand vous étiez à Pôle emploi, vous avez vu passer les offres, donc vous étiez en recherche. Il y a d'autres personnes qui ont vu l'offre d'emploi sur laquelle vous avez postulé? Oui, ah bah oui. Non, j'ai pas été jusqu'au... Elle a été publiée. Elle a été publiée, ouais. Et il y avait d'autres candidats. Mais la recherche d'emploi, c'est la réactivité. Là, je ne pouvais pas être plus réactive. Donc, par contre, c'est mon CV qui a été reçu le premier, parce que dans les 2 heures, il a été reçu. Voilà. Mais il y en a eu d'autres. Je voulais savoir à quoi vous a servi votre formation en RH. À quoi m'a servi ma formation en RH? Alors, on en parlait tout à l'heure avant que ça débute. Quand je suis sortie et que j'ai eu mes premières expériences, j'avoue que le sens, je ne l'ai pas trop perçu. Ce que j'ai perçu, c'est que j'avais un bac+2 et que le DUT-GEA était bien coté auprès des entreprises. Entre un DUT-GEA et un BTS, le DUT l'emportait. Voilà. Ça, il faut le savoir aussi. Mais voilà, j'avais d'abord le niveau. Après, le contenu, voilà, je savais plein de choses, mais comme je ne mettais rien en application directement, pour moi, ça n'avait pas bien de... Enfin, je n'ai pas mesuré tout de suite. Par contre, après, plus ça a été, plus j'étais au contact de l'entreprise. Et même si je ne me servais pas directement de ce que j'avais appris, j'avais la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que je comprenais ce qu'on me disait. Quand on me parlait de gestion d'entreprise, de problématiques RH, je comprenais mes interlocuteurs. Et ça, c'est plutôt positif. Même si on n'est pas technicien sur le sujet, de comprendre ce qu'on nous dit, parce que ça arrive aussi qu'on ne comprenne pas du tout, hein. C'était plutôt positif. Et alors là, depuis que j'ai ce poste-là, par contre, bah là, ça colle complètement. Parce que je reviens en lien avec les services RH. Je ne suis pas en service RH, mais voilà, la problématique formation, c'est une problématique RH. Et voilà, par exemple, je traite avec Alexandra dans son entreprise. On a la même formation, on n'a pas le même poste, mais voilà, on est en lien direct. Voilà, donc le DUT m'a beaucoup servi. Oui. Moi, je voulais connaître votre pressenti, enfin comment vous voyez les choses dans la région au niveau de l'emploi. Est-ce que les entreprises déjà ont une bonne santé, et puis quels sont les emplois qui seront peut-être demandés?
Enfin, on sait dans la métallurgie, etc., mais c'est pas notre branche. Et je voulais savoir si à Châteauroux, enfin, dans l'Indre, en tant que gestionnaire, fiscaliste, etc., est-ce qu'il y aura des demandes, enfin, où faut partir, faut fuir d'ici. Je sais pas. Ne fuyez pas. Alors, mon regard, là aujourd'hui, je vois ce qui se passe dans les industries de la métallurgie. Il y a quelques temps, j'étais à Pôle emploi, je voyais un peu plus ce qui se passait. Malheureusement, c'est à regret, mais il y a des opportunités, mais il faut les trouver, quoi. D'où l'importance du réseau. Mais des postes vraiment hautement techniques et hautement spécialistes, à mon sens, Châteauroux, on n'a pas assez de grosses entreprises pour trouver ces créneaux-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver dans une entreprise un peu moins importante et où on aura de la polyvalence et du coup, c'est plus enrichissant. Il peut y avoir des opportunités, mais voilà, je ne sais pas combien il y a de gens qui sortent de DUT tous les ans. Je ne suis pas sûre que le bassin de l'Inde puisse absorber ces gens très spécialisés. Il faut forcément qu'il y ait un rayonnement au moins régional. Juste pour combien sont originaires du 36, juste pour me rendre compte. Il y en a beaucoup comme moi qui n'ont pas voulu quitter Châteauroux. D'accord. Après, les perspectives, c'est super difficile. Dans les entreprises, là, c'est très compliqué. On parle de crise depuis des années, mais c'est réel. Il y a le secteur aéronautique qui sort un peu du lot. Il y a le secteur aéronautique qui tire un peu plein de sous-traitants derrière. Donc, et il y a une visibilité. Les secteurs aéronautiques, les carnets de commandes, c'est à 10 ans. Donc une entreprise qui décroche un marché, elle va savoir qu'elle a le boulot pour 10 ans. Alors qu'il y a plein d'autres secteurs, ils ont un marché pour 3 mois, puis à 3 mois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Donc c'est assez compliqué de répondre, en fait. Je sais pas. Mais on peut trouver. Si on s'accroche, on peut trouver. Mais Enfin, après, c'est peut-être pas dans votre branche, c'est un petit débat, mais je trouve que la région, il y a des grandes opportunités pour le secteur aéronautique, alors que je trouve qu'ils font rien. Enfin, ils font pas grand-chose pour le développer, le secteur aéronautique, justement, alors qu'il y a des opportunités, faire venir d'autres compagnies, augmenter l'emploi. Mais même par exemple, il y avait les Chinois, enfin non, il y avait des entreprises chinoises qui devaient s'installer, ça fait depuis 4 ans ou 5 ans, je sais pas. Mais il n'y a rien. Ouais, ça, c'est un débat à part parce que ça fait longtemps. J'étais conseillère Pôle emploi en 2009. On a financé des centaines de CACES parce qu'il y avait l'entreprise chinoise en logistique qui arrivait. Je peux vous dire que des gens avec des CACES sur le marché de Châteauroux, il y en a à Tarbas. Mais voilà, on est 7 ans plus tard, il n'y a toujours rien. Elles font, les entreprises aéronautiques, celles qui sont là, elles font tout pour attirer les gens. Mais les compétences aéronautiques, elles sont principalement autour de Toulouse. Quand on est de Toulouse, venir à Châteauroux, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, géographiquement, pour les entreprises, on a l'A20, on a l'aéroport, c'est en train de se dynamiser. Il y a des choses, les entreprises, elles sont en train de se fédérer pour essayer de proposer des formations, pour essayer de proposer des infrastructures. Il y a des choses qui se font, mais il y a l'aspect politique et ça ne se fait pas en... Voilà. Mais il y a une volonté quand même. Alors après, il faut trouver les outils, mais il y a une volonté pour garder les jeunes comme vous qui sont de Châteauroux, qui ont envie de se former, qui ont envie de bosser, pour proposer des opportunités d'emploi, parce que c'est très clair que quand on est d'ici, mais que pour le boulot, on part ailleurs, sauf celui qui est vraiment accroché, mais sinon on revient rarement. On revient rarement pour bosser. Donc il y a une prise de conscience, ça, elle est vieille, mais là, il y a une espèce de volonté de trouver les outils pour faire rester les gens, faire venir les entreprises, mais voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il n'y a pas que l'aéro. Hein. On parle de l'aéro, mais il y a plein d'autres entreprises. Merci. Merci. Merci Madame Gemont pour votre témoignage. Et pour terminer, nous allons laisser Madame Alexandra Rangy prendre la parole et parler de son parcours aussi. Elle travaille aussi chez KSB SA à Châteauroux. Donc,
Bonjour à tous, donc, je suis Alexandra Rongy, j'ai 35 ans, je vis maritalement, j'ai un enfant, bientôt 2. Que vous dire de mon parcours? Donc, je suis Castelroussine, j'ai été au collège à Châteauroux, au lycée à Châteauroux. J'ai fait donc, mon DUT ici que j'ai obtenu en 2001. Pourquoi le DUT? Parce que pour diverses raisons, j'ai toujours été attirée par les métiers de contact. Alors, j'avais divers projets, assistante sociale, professeur d'histoire-géographie, journaliste, et la vie a fait que financièrement, tout ça, c'était pas forcément possible, et que l'IUT de Châteauroux présentait une alternative qui était intéressante. Donc, j'ai fait un DUT GEA-RH que j'ai obtenu en 2001. J'ai eu la chance de trouver du travail très peu de temps après, puisque j'ai été diplômée en juillet et j'ai commencé à travailler à partir du mois de novembre. J'ai toujours eu, moi par contre, la chance d'être en CDI. Comme on le verra, j'ai fait plusieurs entreprises, mais j'ai toujours été en CDI. Mon premier poste était dans un cabinet comptable fiducial à Châteauroux. Où j'étais à l'accueil, en fait, enfin moitié à l'accueil et moitié rattachée au service social du cabinet comptable. Alors en cabinet comptable, un service social, ça fait quoi? C'est des clients qui sous-traitent leur partie paye au cabinet comptable et qui demandent également du conseil dans tout ce qui va être droit du travail, législation sociale. Donc je suis sortie du DUT un peu avec des paillettes plein les yeux, parce que à l'époque, c'est vrai que le DUT, c'était un diplôme qui était... j'imagine toujours maintenant, mais c'était un diplôme qui était quand même assez coté, où on nous disait que quand on sortait de l'IUT, on était cadre moyen. Je vais vous parler en francs, ça fait un peu vieux, mais que vous sortez de l'IUT, vous gagnez au moins 10 000 francs net. 10 000 francs, c'est 1 500 €. Sauf que vous déchantez finalement assez rapidement quand vous êtes confronté au monde du travail, dans le sens où, premier contact avec Pôle emploi, la conseillère me dit « Ah mais vous avez 20 ans, vous avez un DUT, mais vous n'avez pas d'expérience professionnelle. » Bah oui, la réponse est dans votre question. J'ai 20 ans, je sors des études, je n'ai pas d'expérience. Et donc, premier poste chez Fiducial, première paye 900 €, donc très bien, où on s'imagine avoir des responsabilités, où on déchante vite quand le directeur du cabinet comptable vous demande de venir lui apporter son café. Voilà. Et où on se dit, mince, j'ai fait des études, je pense avoir des compétences, et pourtant, voilà, c'est pas péjoratif, mais je vais faire de la basse besogne et j'ai pas envie de ça. Donc cette première expérience en cabinet comptable, elle a été intéressante parce qu'il y avait cette partie accueil qui permettait d'être en contact avec la clientèle, donc c'était somme toute intéressant. Ça permettait de mettre un premier pied également avec le service social sur toute la partie législation du travail, paye, qui sont un peu les bases du métier RH. Donc c'était intéressant. Donc j'avais de l'ambition. Puis je voulais bouger aussi parce que je suis très attachée à ma ville, mais malgré tout j'avais quand même envie de bouger. Puis à l'époque j'avais prévu de m'installer avec mon amoureux à Tours, donc c'est ce qui s'est fait. Et du coup, nous sommes partis à Tours, donc j'ai toujours travaillé en cabinet comptable après. Mais cette fois comme chargée de dossier. Alors le métier de chargée de dossier en cabinet comptable, j'ai pu le faire clairement grâce à mon DUT, parce que c'était pile poil le niveau auquel les cabinets recrutaient. Et ça consistait donc à avoir un portefeuille de clients, donc pour lequel on réalisait tout ce qui était bulletin de salaire. Donc là, c'est la partie technico-technique du métier, mais qui malgré tout, on dit toujours la paye, c'est pas intéressant, c'est pas rébarbatif. Peut-être, sauf que c'est hyper enrichissant parce que ça vous donne les bases du métier, et que après, quand vous progressez dans les échelons RH et que des gens viennent vous parler de leur paye, parce que on apprend plein de choses à l'IUT en cours sur les politiques RH, etc. C'est des choses qui sont hyper importantes, mais
le nerf de la guerre, enfin en tout cas le socle de base, c'est la paye. Donc si vous comprenez ce dont les gens vous parlent, ça vous donne déjà un atout par rapport à d'autres. Et donc il y avait cette partie paye et cette partie également conseil aux entreprises quand ils avaient des problématiques en matière de droit du travail. Donc c'est-à-dire organiser les élections des représentants du personnel, organiser un licenciement, rédiger les contrats de travail pour les entreprises, aller dans les entreprises, faire des audits sur leurs pratiques sociales pour dire bon ben voilà, vos pratiques sont correctes ou attention, là vous ne faites pas comme il faut. Les entreprises pouvaient avoir des contrôles URSSAF, on était là aussi pour les assister. Donc bref, c'était un métier qui était hyper enrichissant parce qu'on travaillait avec des entreprises assez diverses au niveau de l'activité. Ça pouvait être des coiffeurs, ça pouvait être des entreprises du bâtiment, de l'industrie, des bureaux d'études. C'était vraiment hyper varié au niveau des conventions collectives, ce qui permettait d'avoir une vision assez globale des métiers qui pouvaient exister. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait pour le coup plutôt le côté patron, puisque nos seuls interlocuteurs, ce n'étaient non pas les salariés, mais les chefs d'entreprise. Donc ça permet déjà, même en étant assez jeune, de se dire, ben voilà, j'ai la vision d'un patron qui a 50 salariés, d'un patron qui a 3 salariés. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu comment fonctionne le monde du travail et les problématiques en tant qu'employeur que ces personnes peuvent avoir. J'ai toujours eu envie d'évoluer dans les ressources humaines dès lors que j'ai mis les pieds dedans. Quand j'étais en DUT, déjà j'avais pour projet de devenir responsable ressources humaines. Quand je travaillais en cabinet comptable, je postulais un petit peu à côté en entreprise sur des postes avec un peu plus de responsabilité. Ça ne marchait pas. Parce que peut-être à l'époque je manquais un peu d'expérience également, mais aussi à cause du diplôme, parce que en ressources humaines, dès lors que l'on veut avoir des postes avec un petit peu plus de responsabilité, le DUT déjà à l'époque était un peu juste. C'est la raison pour laquelle, en arrivant à Tours, j'ai décidé de reprendre mes études, mais par le biais du CNAM en fait, le Conservatoire national des arts et métiers, qui proposait la validation de diplômes en cours du soir. Donc moi j'ai passé un diplôme d'études supérieures appliquées qui correspond à un master 1. Je l'ai fait sur 3 ans en cours du soir par le CNAM. Donc c'est-à-dire que je travaillais dans le cabinet comptable pour lequel je travaillais. Et le soir, j'allais faire pendant 3 ans, 3 soirs par semaine, mes cours pour au final obtenir un diplôme. C'était donc un diplôme en ressources humaines également, avec un référentiel de matière à valider et que j'ai validé donc sur 3 ans, que j'ai obtenu en 2007. J'ai continué encore quelques temps en cabinet comptable, quelques mois, où j'ai intégré un cabinet comptable qui était plus petit que celui que j'avais intégré au départ à Tours, parce qu'Inextenso, c'est un gros cabinet, ça fait partie du groupe Deloitte, qui est un groupe d'audit. J'ai intégré un plus petit cabinet, cette fois pour prendre en charge vraiment toute la responsabilité du pôle social du cabinet, donc pour tous les clients du cabinet. J'y suis pas restée très très longtemps parce qu'entre-temps j'ai eu mon diplôme et j'ai eu l'opportunité d'intégrer pour le coup le monde de l'entreprise. J'étais un petit peu en veille au niveau des offres et j'ai intégré une entreprise générale du bâtiment en tant que chargée de ressources humaines. Donc c'était une entreprise familiale, donc créée par les parents, repris par les enfants, avec les beaux-frères, les belles-sœurs, enfin bref, toute la famille qui travaillait dedans. Ça a été intéressant puisque ça m'a permis de voir la partie salariée et non plus que la partie employeur, avec les relations avec les collaborateurs. Donc ça a été très enrichissant. Le seul bémol, c'est que je ne partageais pas du tout la ligne directrice de la direction. On n'était pas du tout en phase sur notre façon de gérer les gens, sur notre façon de considérer les gens, sur notre façon de voir les ressources humaines. Eux étaient plutôt dans une gestion paternaliste au sens, on va dire, un peu péjoratif du terme, alors que
moi, j'avais compris à cette époque-là que pour faire marcher une entreprise, on avait besoin de gens et que pour que les gens restent et soient bien dans une entreprise, il fallait les valoriser. Bref, ça a été enrichissant parce qu'il faut se dire que même une expérience qui, sur le coup, ne plaît pas, on peut en tirer des leçons. Donc, après avoir réfléchi, je me suis dit que je voulais passer à autre chose. Et je me suis remis en veille, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que j'ai répondu à une offre sur Châteauroux, alors que j'étais à Tours, et où j'ai intégré du coup l'entreprise Bérins à Buzancais. Et par la force des choses, donc j'ai fait les allers-retours encore 2 ou 3 ans entre Châteauroux et Tours, pour au final revenir m'installer définitivement il y a 2 ans, donc dans ma région d'origine. Alors effectivement, c'est vrai que ça s'est fait parce que j'ai eu une opportunité professionnelle. Chez Bérins, j'ai eu la chance à 30 ans de devenir responsable ressources humaines d'un site de 200 personnes. Donc un site de 200 personnes dans un milieu industriel, puisqu'il fabrique des cheminées industrielles. Et dans un service ressources humaines généraliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce service-là, on gérait la paye, le recrutement, la formation, les relations avec les institutions représentatives du personnel, la sécurité, la communication, enfin tout ce qui pouvait avoir un trait avec la gestion du personnel. Donc très enrichissant de par les échanges avec les gens, très enrichissant de par la politique qui était menée, parce que c'était, contrairement à l'entreprise où j'étais avant, c'était, même si c'était une entreprise qui à la base était familiale, c'est une entreprise qui mettait les gens au cœur du process et qui favorisait beaucoup tout ce qui était égalité des chances avec le travail des seniors, le travail des jeunes, le travail des femmes, puisqu'on était dans une entreprise industrielle où il y avait une proportion qui était de 25% de femmes, ce qui est énorme sur des entreprises, enfin sur des usines. Donc on a développé plein de projets comme ça, plein de partenariats avec les écoles également pour faire découvrir ce qu'était que le milieu de la métallurgie, en montrant aussi qu'il pouvait y avoir des métiers nobles et que c'est pas parce qu'on était mauvais à l'école que on finissait forcément chaudronnier, et que finir chaudronnier, ça pouvait être un beau métier avec plein de perspectives derrière. En 2014, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Ça était l'occasion de faire un petit peu le point sur ce que j'avais envie de faire, sur la façon dont c'était géré. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans chez Bérins avec un directeur avec qui je m'entendais très très bien, avec lequel on a mené des beaux projets. Par contre, après, en termes d'organisation, en termes d'orientation, il y avait des choses qui me convenaient plus, ou en tout cas j'avais envie de prendre de l'ampleur en termes de poste et m'élever un petit peu, prendre du recul pour être moins sur l'opérationnel et plus du coup sur des études RH, des sujets de fond. Donc, en étant en congé maternité, je me suis mis un petit peu en veille. Et comme le disait Emeline, par le biais de mon réseau, j'ai appris qu'ils recrutaient un responsable ressources humaines chez KSB à Châteauroux, donc anciennement les Pompes Guinard pour ceux qui sont d'ici. Donc j'y suis arrivée au mois de mars l'année dernière. Et donc pareil, un service ressources humaines généraliste, mais sur mon poste, en fait, on va être vraiment plus sur des projets sur du long terme, sur des relations avec les syndicats, sur de l'application de politique RH un petit peu plus étoffée, on va dire. Donc très enrichissant. J'y suis toujours, j'y suis bien. J'espère y rester encore quelques années. Et voilà, donc pour mon parcours professionnel. Les exigences du métier. Donc
j'avais dit ce que je vous disais tout à l'heure, maîtriser la législation du travail et la paye, parce que voilà, c'est les bases du métier. Après, de l'écoute et du sens du relationnel. Si vous n'aimez pas les gens, on a le droit de ne pas aimer le contact humain ou d'être trop timide pour essayer de faire valoir des idées ou de convaincre ou tout simplement d'écouter les problèmes des gens. Tout le monde n'a pas vocation à avoir ou de l'écoute ou de l'empathie. C'est que les ressources humaines, moi sur ma façon dont je le vois, c'est que les ressources humaines sont pas faites pour vous. Il faut de la rigueur parce que malgré tout, on manie des lois qui sont parfois compliquées à appliquer. Et la rigueur, c'est ce qui assoit aussi la légitimité des personnes qui travaillent dans les ressources humaines. Et pour moi, des valeurs qui sont importantes, c'est le respect des autres et l'équité, parce qu'on n'obtient jamais autant des gens que quand on s'occupe d'eux. Bon, après, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Il y a des clampins à qui on a envie de mettre des coups de pied aux fesses parce que on n'arrivera jamais à rien en faire. Mais d'une manière générale, les gens ont besoin d'être écoutés et d'être valorisés. Et c'est des choses qui marchent. De la fermeté, parce que on peut faire des choses quand on est dans une entreprise qui fonctionne bien. On fait des projets qui sont intéressants, qui sont générateurs d'idées, qui sont générateurs de choses positives. Mais avec un métier comme le mien, malheureusement, on peut être amené à sanctionner des gens, à licencier, à faire des recadrages, à expliquer un petit peu comment marche la vie. Donc il faut parfois savoir être ferme et tenir des positions même si on n'est pas en accord avec les positions de notre direction. Donc voilà, c'est un métier qui est en tout cas qui moi me passionne, dans lequel j'espère rester longtemps. Et c'est la raison pour laquelle aussi, vu que ce métier me plaît beaucoup et que je suis aussi attachée à l'IUT, que j'interviens depuis 2 ans maintenant en tant que vacataire, donc au niveau RH. Et que j'ai accueilli régulièrement des stagiaires quand j'étais en entreprise pour essayer de continuer à valoriser ce diplôme, car clairement, moi, il m'a beaucoup apporté. C'est un diplôme qui, certes, est généraliste, mais par contre, qui donne réellement, et je ne le dis pas parce qu'on est dans l'enceinte de l'IUT, mais parce que réellement, il donne de très, très bonnes bases. Et il permet de continuer derrière. Ce que j'ai appris quand j'ai fait mon DESA, j'en ai pas appris plus clairement que ce que j'ai appris à l'IUT. Après, le plus que j'ai eu, je l'ai appris sur le terrain, d'où l'importance du terrain, de ce que mes 2 collègues vous ont dit. On n'apprend jamais autant que quand on met les pieds dans l'entreprise. Mais le DUT, il donne ces bases-là, et il y a des choses encore que j'ai appris il y a 15 ans, dont je me sers encore aujourd'hui et que j'ai apprises à l'IUT. Et sinon, je vous disais, un attachement à cette école parce que ça a été, avec Romain, on est de la même promo, donc 2 très très belles années avec beaucoup de souvenirs, des belles rencontres et voilà un groupe, ce qui joue aussi un groupe d'amis solides qu'on a gardé depuis 15 ans. Donc une belle école où je vous encourage vraiment à continuer. Et si j'avais un conseil à vous donner également, c'est tant que vous avez la possibilité de poursuivre vos études par la voie, on va dire, un petit peu classique, si vous avez la motivation, si financièrement vous pouvez, par le biais de job ou par vos parents, allez-y, parce que ça reste malgré tout la voie la plus simple. Une fois qu'on a remis les pieds dans le monde du travail, reprendre ses études, ça nécessite quand même un investissement en temps, un investissement financier. Et puis, on n'a pas, quand on a commencé à bosser, on a malgré tout d'autres soucis qui viennent se greffer. Donc, tant qu'on peut avoir cette insouciance d'étudiant, il faut en profiter. Et puis, surtout, profiter de vos années d'étudiant. C'est des très, très bonnes années. Et si on pouvait y retourner... je crois qu'on y retournerait aussi.
Je voulais juste poser une question. Je suis curieuse. Je voulais savoir si vous avez encore les anciens enseignants. Vos anciens enseignants. Par exemple, je ne sais pas, vous pouvez citer? Oui, ce qui a été rigolo la première année en fait, où j'ai eu un stagiaire, c'est que donc, pour la soutenance de stage, je me suis retrouvée de l'autre côté de la barrière avec Monsieur Gentil et Madame Labi, qui étaient nos professeurs quand nous on y était. Donc ouais, c'est assez. En même temps, c'est enrichissant parce qu'il y a toujours cette distance finalement qui reste avec des gens qu'on a eus comme professeurs et où on se retrouve. Si pas, un petit peu d'égal à égal, parce que nous on a progressé dans notre vie professionnelle et on se retrouve de l'autre côté de la barrière où on se revoit encore étudiant. Pour moi l'IUT c'était hier, quoi. Non, c'était pas hier, mais j'ai l'impression que c'était hier. Non, c'était pas hier. Pourquoi avoir choisi le parcours RH ? Parce que j'ai toujours aimé être en contact avec les gens, et parce que quand on était notamment en première année, les cours qu'on avait m'ont donné envie de voir ce qu'on pouvait faire dans le milieu professionnel pour que les gens s'épanouissent. Donc c'est vraiment ce côté humain qui m'a toujours intéressée. Est-ce que KSB, ça existe uniquement à Châteauroux? Ah non, c'est un groupe mondial en fait. Il y a 4 usines en France. Il y en a une à Lille, une à Châteauroux, une à côté de Rouen et une à côté de Libourne, près de Bordeaux. Et après, KSB, ça fabrique des pompes et de la robinetterie. Et il y a tout ce qui est services associés. Et KSB existe partout dans le monde. Il y a 16 000 collaborateurs KSB dans le monde. Et est-ce que je pourrais savoir votre salaire? À peu près 2600 € net par mois. Et quels sont vos types de missions que peut vous donner votre directeur? Par exemple, en ce moment, on est en pleine préparation du plan de formation 2016. Donc ça va être mon rôle, ça va être de définir les axes stratégiques, de recueillir les besoins, de faire le point avec les organismes. Une autre des grosses missions du moment, on est en train de renégocier les accords sur le temps de travail. Donc ça veut dire grosse réunion avec les syndicats. Donc voilà tout le travail de préparation, de persuasion, de négociation. Voilà pour les deux exemples de missions de ce que je peux faire en ce moment. Merci pour votre intervention. Et je vous en prie. À vous entendre parler tout à l'heure, c'est comme si, apparemment, un duc ne suffit pas pour avoir un poste de responsabilité dans une entreprise. Donc, je pense que je voulais savoir ce que vous pouvez dire à nos jeunes aujourd'hui qui ont pris le parcours court. Parce qu'il y a d'autres qui veulent arrêter après le duc. Donc, ça ne sera pas facile. Clairement, on peut arrêter après le DUT. Je ne dis pas que... il y a des gens qui arrêteront après le DUT de fait par choix, par choix ou par contrainte. Après, ce que je dis juste, c'est que le fait de ne pas continuer tout de suite après, ça rend le parcours un peu plus dur. Après, ça nécessite un peu plus d'efforts pour pouvoir obtenir les postes ou pouvoir faire les missions qui vraiment nous intéressent, en fait. C'est juste ça. Après, sans dévaloriser du tout le diplôme. C'est juste que si on veut atteindre certains niveaux de responsabilité, ça demandera plus d'années pour atteindre ce niveau-là en n'ayant qu'un DUT que si on va plus loin dès le départ. Peut-être pour mettre en perspective vos différentes expériences et leur progression justement,
Vous avez parlé de la difficulté de travailler avec des dirigeants dont on ne partage pas les valeurs dans l'entreprise familiale. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement le rôle du responsable RH ou du DRH dans le comité de direction, dans la direction prise par l'entreprise, est-ce qu'il y a une influence sur les dirigeants ou Dans l'entreprise dans laquelle j'étais pas du tout en face, clairement non. En fait, c'était une entreprise où les gens étaient que des numéros et fallait déjà qu'ils s'estiment heureux s'ils avaient des congés payés. Donc, voilà. Dans une entreprise un petit peu plus élaborée, on va dire, la relation direction-ressources humaines, elle est quotidienne. C'est-à-dire qu'on va, dès lors qu'il y a une problématique, on va tout de suite échanger pour savoir quelle est la meilleure stratégie en termes de communication, sur la façon dont on doit traiter un problème, quelles orientations ou quelles priorités on va donner. Les ressources humaines ne peuvent pas travailler, enfin en tout cas sur un poste de responsable, ne peuvent pas travailler sans la direction, parce qu'il y a besoin de validation, on n'est pas tout seul, et que pour que ça fonctionne bien, il faut que la direction et les ressources humaines soient complémentaires en fait, où chacun ait un petit peu son rôle et puis puisse un peu tempérer l'un et l'autre en fonction parfois de réactions qui peuvent être épidermiques selon les situations. Nous, en tant que ressources humaines, on va avoir un petit peu le rôle de tampon, parce que même si clairement on est identifié direction, on reste malgré tout salarié. Donc ça permet aussi donc c'est pas toujours évident, parce que les gens s'imaginent que on est vendu au patronat et que de toute manière on a des objectifs et que tout ce qui importe c'est d'avoir notre prime de naturellement 30 000 € à la fin de l'année, ce qui n'est pas vrai, hein. Enfin, clairement, notre prime de 30 000 € à la fin de l'année pour pouvoir s'acheter une nouvelle voiture. Je caricature, mais c'est à peine ça. On a vraiment un rôle de tampon pour avoir cette vision. C'est important, notamment quand on est dans des entreprises industrielles, de pouvoir aller sur le terrain, c'est-à-dire dans l'atelier, d'aller parler aux collaborateurs qui travaillent dans l'atelier, de connaître leur prénom, de leur dire. Romain parlait tout à l'heure de l'importance de dire bonjour aux équipes en place. Quand on va dans un atelier, on serre la main à tout le monde, on va dire bonjour à tout le monde. On y est, si pas tous les jours, au moins 3 ou 4 fois dans la semaine, pour que les gens puissent venir spontanément. Donc le rôle des ressources humaines, ça va être un petit peu justement le lien entre les personnes opérationnelles et la direction, pour savoir comment on décline la stratégie et comment on fait pour développer les compétences des collaborateurs. Bonjour déjà, j'ai une question à poser, mais un peu aux trois, beaucoup aux trois d'ailleurs, parce que c'est le même niveau de question. Vous avez dit que vous conseillez, et puis je le comprends, hein, la licence est arrivée, l'emploi est contraint, que vous conseillez si on a des moyens, et on peut en avoir un petit peu, parce que l'apprentissage s'est développé, de poursuivre des études avant de trouver de l'emploi. Si j'ai compris, vous avez des parcours où vous avez poursuivi des études un peu, mais peut-être parfois étagées. Voilà, c'est ce que. La question que je pose, c'est si on refaisait le match, vous feriez quoi en termes de poursuite d'études? Alors, si vous n'avez pas de connaissance des poursuites d'études possibles, bon, ben, je ne vous en veux pas, mais si vous avez à refaire l'histoire, vous auriez fait quoi? Je ne sais pas, un diplôme de compta-gestion, un institut d'administration et d'économie, une école à un endroit, parce que vous avez croisé un collaborateur qui venait de là et qui vous a fait envie d'avoir été là. Voilà, la question, elle est là et elle est aux trois. Mais ce n'est pas un piège, hein, franchement. Voilà. Moi, si c'était à refaire après mon DUT, vraiment après mon DUT, je pense que si j'avais pu, j'aurais continué jusqu'au Master 2, parce que je vais faire ma Fayette, mais j'aimais bien l'école. Donc voilà. Donc tu l'avais bien gardé, quoi.
Donc j'aurais continué jusqu'au Master 2. Ouais. D'accord. Et aussi dans les RH. Alors dans l'idéal, clairement dans l'idéal, si j'avais vraiment eu le choix juste après le bac, non, j'aurais très certainement pas fait RH. Non, moi je voulais être journaliste et parcourir le monde. Hein, donc si c'était à refaire et que je pouvais, je ferais ça. Mais si on repart juste de quelque chose d'un peu plus réel, j'aurais continué dans cette voie-là parce que ça n'a pas été une voie de garage. C'est vraiment un domaine qui m'a plu dans mes études et qui continue de me plaire maintenant. Alors, je vais m'envoyer des fleurs parce que je ne regrette pas ma question, dans la mesure où eux, dans leur tête, ils ont plein de rêves et qu'on peut vivre de sa passion et avoir un travail aussi à côté qui est passionnant. On peut, voilà, je veux dire, à un moment donné, vous rêvez à quelque chose, vous n'irez peut-être pas, elle rêvait de parcourir le monde. En fait, elle a un job qui la motive, qui l'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne pas vous bloquer parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de devenir violoniste et que vous apercevez que... Ça ne m'a pas empêché de voyager à côté. Voilà, et puis en plus, à côté. Ouais, hein. On peut pratiquer sa passion en plus. Voilà. Au deuxième, peut-être ma question. Oui, bah moi si c'était à refaire, moi je suis allé jusqu'au Master 1, donc oui, déjà c'est bien. Ouais, bon bah j'aurais poussé au Master 2. Après, moi les études c'est pas trop mon truc, très honnêtement. Je me suis plus forcé par la force des choses et de par la culture que j'avais à continuer mes études parce que je voyais bien quand même que c'était le résultat pour faire un métier intéressant. Je le dis à tous mes étudiants tous les jours, chaque fois qu'ils viennent me voir, qu'on parle un peu orientation, c'est d'aller le plus loin possible. Après, je vous cache pas, et Alexandra l'a un peu dit, c'est un diplôme, c'est une carte de visite. Hein. Alors vous allez apprendre plein de choses, il y a des trucs super intéressants, mais vous allez peut-être déçu de ne pas appliquer tout ce que vous allez apprendre sur le terrain. Et ça, c'est une réalité. Mais en effet, comme l'a dit le monsieur, aimez déjà ce que vous faites dans votre métier, donnez-vous à 100%. Et puis à côté, vous aurez toujours l'opportunité de faire vos passions, de voyager, et ça c'est sûr que c'est très appréciable. Et puis, comme j'épargne personne, hein, on continue. À moi. Alors moi j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure, mais si c'était à refaire et que l'apprentissage existait tel qu'il existe aujourd'hui, je pense que j'aurais continué au moins la licence, voire master, pourquoi pas. J'aimais bien apprendre aussi, ça me manque. Enfin, j'ai pris l'habitude et ça me manque de plus être en situation d'apprentissage. Donc en étant en emploi en même temps, je pense que j'aurais pu continuer, pourquoi pas, jusqu'au master. Et je rebondis, parce que mon parcours, moi je vous disais que voilà, il existe des solutions si jamais on arrête sa formation initiale, mais c'est quand même dur. Elle a raison, Alexandra. C'est dur de se dire j'arrête de bosser, je vais faire des bornes, j'ai un double logement pour aller me former, etc. Donc c'est juste si vous êtes contraint et que vous n'avez pas d'autre solution que d'arrêter aujourd'hui, gardez à l'esprit qu'il y a des solutions pour se rattraper après si on a envie d'évoluer. Mais si vous pouvez effectivement continuer. Au moins jusqu'à la licence. Aujourd'hui, avec un DUT, vous pouvez trouver un boulot, mais vous serez exécutant. Vous ne mettrez pas en œuvre ce que vous avez appris. Vous serez peut-être dans le secteur, mais vous ferez de la saisie. Enfin, vous aurez très peu d'autonomie. Et je pense que quand on prend une filière comme le DUT, c'est parce que la dimension projet, elle est importante, la dimension pratique, elle est importante. Et le DUT aujourd'hui ne permet pas d'avoir ce niveau d'autonomie-là en poste. Enfin, pas tout de suite. Il faut s'accrocher, quoi. Voilà. Donc on tenait à remercier Romain Guignard, Emeline Jomeau et Alexandra Rongy pour leur témoignage et leur présence, mais aussi Monsieur Chevreuil et Madame Rongy pour leur aide et leur soutien concernant l'organisation de la conférence. Monsieur Émile, notre directeur, Madame Ambrosio, la chef de département GEA, et les enseignants GEA présents aujourd'hui. Et on tenait à remercier aussi Monsieur Larry-Gaudry et les 2 étudiants en GE2I qui nous ont aidés à filmer la conférence. Et merci à vous qui nous avez écoutés et puis bon courage pour la suite.